Je suis ravi d'ouvrir la scène Code as a Passion. Je m'appelle Pablo, je fais partie de la direction technique de Xebia. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de 6 mois déconnectés. 6 mois déconnectés et essayer de brosser un paysage de ce qui s'est passé. Alors, pourquoi je me retrouve sur la scène de Code as a Passion? En fait, quand j'ai choisi ce métier, en partie, je pense qu'une des promesses, c'était que je passerais ma vie à aller à l'école, à apprendre des nouvelles choses. De ce point de vue-là, je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé tout un tas d'amis et de collègues qui me permettent de me nourrir tous les jours de ça. Et donc, la veille et être en apprentissage quotidien, ça fait partie de mon métier. Du coup, parmi mes casquettes, j'ai un rôle de recruteur technique. Et sachez-le, chaque entretien technique que je fais passer à un candidat, je commence par « Comment effectuez-vous votre veille ?» Et la deuxième question qui tue, c'est « Que s'est-il passé d'intéressant dans les 6 derniers mois ?» Alors, qu'on soit clair, si vous répondez « Rien », c'est pas éliminatoire, mais on n'en est pas loin. En plus de ça, chez Xebia, on a mis en place tout un tas de cérémonies autour du partage de la connaissance, dont la Xebicon en est l'exemple, mais on a aussi des partages mensuels, on a beaucoup d'interventions, des cours du soir, tout un tas de choses qui font que, au-delà de ma veille personnelle, je suis en permanence alimenté. Alors, 6 mois déconnectés, ça paraît un peu étrange quand on dit que tous les jours on fait de la veille. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Comme un peu tout le monde, je suis rattrapé par l'âge, je rentre dans une nouvelle décennie, et ma crise de la quarantaine, plutôt que de la faire en quittant ma famille, j'ai décidé de la faire en retrouvant ma famille et de déconnecter pendant 6 mois, donc de février à septembre, de me barrer à l'autre bout du monde. Au début, c'était difficile. J'avais besoin de ma dose de Twitter, de ma dose de Slack. Et puis, par la force des choses, on m'a dit non, maintenant tu vas arrêter, tu vas déconnecter Twitter, tu vas déconnecter Slack. Et donc, pendant 6 mois, j'étais dans un tunnel. Et en septembre, je me suis posé la question de dire, en fait, qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un qui ne fait pas de veille pendant 6 mois? Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé à mon retour? À mon retour, sans surprise, la zone qui avait le plus bougé, c'est celle des providers cloud. On va parler bien sûr des 3 gros, Amazon, Azure, Google, qui ont poussé de nouveaux services. Mais aussi des providers un peu plus petits, on a Scaleway dans les locaux, qui eux vont aller se spécialiser sur des marchés de niche. Si en regardant bêtement les produits qui étaient sortis entre février et septembre, la liste n'est pas si grande en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est que en 2018, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Azure, ils ont tous annoncé énormément de choses. Parlons d'Amazon, à reInvent, je ne sais pas, il devait y avoir 20 nouveaux produits qui devaient sortir tous ensemble. Et en fait, pour de vrai, ils ont sorti très peu de versions GA, donc Generally Available, ce qui fait que tous ces nouveaux produits se sont étalés sur la durée de l'année. Donc en fait, en permanence, quand je dois construire une architecture cloud, je suis obligé d'aller voir le catalogue et c'est un enfer. Pour vous donner un exemple de Generally Available, à grands coups de trompette, Amazon a annoncé Kubernetes directement dans leur cloud. Ça a mis un peu de temps à arriver, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de projets, vous les verrez, qui sont partis plutôt sur GCP. Mais grosso modo, on a vraiment des catalogues qui sont très riches, très difficiles à suivre, et qui commencent à mêler beaucoup de technologies. En plus de ça, on a vraiment une harmonisation au niveau du monde open source qui maintenant entre de plein pied dans le cloud. Avant, quand je voulais faire du PubSub, je devais prendre soit Kinesis, soit le PubSub de Google. Maintenant, on a de plus en plus de Kafka managé. Ce qui fait que non seulement je peux choisir entre un produit SaaS, directement supporté par l'éditeur, je peux choisir entre un produit open source, et puis je peux choisir le produit SaaS supporté par l'éditeur.
Ça devient vraiment compliqué de faire des choix, et ce n'est pas les modèles économiques qui nous aident. Un invariant de ces dernières années, que j'attendais avec impatience, c'était la DockerCon. Tous les ans, à la DockerCon, on avait notre lot de nouveautés. Et puis cette année, Docker, quelque part, la DockerCon, c'était rien. Quand j'ai cherché les comptes rendus, très peu d'annonces, très peu de nouveautés, et ce jusqu'à quelques semaines où une grande partie de l'activité Docker Enterprise a été rachetée. Donc on continue à garder le hub, on continue à garder un certain nombre d'environnements de travail, et Docker est devenu le standard, ça c'est sûr. Mais par contre, toute la lumière a basculé sur Kubernetes. Cette année, l'effervescence, c'était la KubeCon. Je fais partie de ceux qui, il y a 2-3 années, ont dit « Kubernetes, ça ne marchera jamais, n'y allez pas, c'est trop compliqué ». J'avais tort. On était plutôt en train de recommander des produits plus simples, comme Nomad, comme Mesos. Maintenant, tout le monde, même Docker, recommande Kubernetes. Et même si c'est très complexe, la force de ça, c'est qu'en termes d'outillage, on a toujours, de manière perpétuelle, des choses qui arrivent pour faciliter la vie des développeurs. Je pense qu'on n'est toujours pas au bon niveau d'abstraction. C'est toujours très compliqué de faire une application correctement découpée sur Kubernetes. Mais on voit que les outils commencent à s'empiler. Quand je suis parti, Istio, c'était naissant, maintenant c'est un standard. Et pour ça, on a la CNCF, donc la Cloud Native Foundation, qui garde un radar des technologies. Je vous invite à aller le voir. C'est un cauchemar à suivre. Et pourtant, à l'heure actuelle, on en a besoin. Alors des choses qui n'ont pas trop bougé, alors ça fait du bien de se dire qu'on était plutôt tranquille. Au niveau des langages, il ne s'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu de révolution ni dans Java, ni dans JavaScript. On a Go qui est de plus en plus établi. Nous, ce qu'on constate, c'est aussi qu'on a une reprise d'activité sur Python, qui n'était pas notre cœur de métier, mais par les biais de la data science qui est en train de reprendre des parts de marché. On a de plus en plus de programmes développés en Python. Ce qu'on peut dire quand même, du point de vue des langages, c'est qu'il y a eu une vraie appétence qui s'est manifestée, une vraie accélération sur l'adoption de Kotlin, justement, à défaut de Java. Et un autre fait, alors là, on pourra débattre, mais on a Scala, qui était très prometteur, qui était annoncé avec beaucoup de nouveautés, qui en fait est en perte de vitesse. On a de moins en moins d'applications business écrites en Scala, et on a commencé à laisser Scala pour des besoins spécifiques de data. Un autre sujet qui n'a pas tellement bougé, c'est celui du mobile. Le mobile, sur les années 2017-2018, vous l'avez vu dans la keynote, on a eu énormément d'annonces sur l'AI, l'AR, la data science au sein du mobile. Et tout ça s'est amélioré, mais au final, quand on voit et la keynote d'Apple et la keynote de Google, on a principalement des annonces matérielles. Et quand on regarde un peu plus en détail, sortie des 3 objectifs de l'appareil photo, il n'y a pas de grande révolution. Alors la révolution... Ah, oui, non. Elle se passe au niveau des services qui sont offerts. Notamment, et Apple et Google vont vous offrir un mode nuit qui est complètement basé sur de l'AI, sur de l'intelligence artificielle. Mais pour continuer à créer, ça va être compliqué. Pour en profiter au niveau développeur, très peu de nouveautés. Et puis, dernière zone très calme, et là j'étais un peu plus étonné, c'est le framework front. Pendant un temps, on avait un nouveau framework front tous les 2 mois, de manière assez régulière, et puis tout le monde devait migrer de Vue vers React, vers Angular, et ainsi de suite. Là, il ne s'est pas passé grand-chose. On est plutôt dans une phase de stabilisation. Les 3 acteurs sont installés, chacun a ses pour, ses contre, ses détracteurs, mais au final, on est plutôt relativement cadré, et quel que soit le choix que vous faites, finalement, ce n'est pas un mauvais choix. On n'a plus de game changer, en tout cas sur ces 6 derniers mois. Angular, React, Vue.
Alors par contre, quand je suis revenu, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. C'est que j'ai été voir un client et qui m'a dit non, non, mais surtout, tu arrêtes de parler de data lake. Tu ne me parles plus jamais de data lake. On est dans un data swamp, donc dans un marécage. Alors c'est un peu étonnant parce que quand on est dans une société où de plus en plus de choses tournent autour de la data, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, donc ce client avait 4 ou 5 projets de data lake concomitants, avec tout le monde qui essayait de faire son data lake dans son coin. Et du coup, le data lake avait une extrêmement mauvaise presse. Alors je ne vais pas débattre sur ça, mais ce que j'ai vu en 6 mois, et ça a été extrêmement rapide, c'est un déclin extrêmement fort des data lakes on-premise. Les 3 acteurs majeurs, que sont Cloudera, Mapper, Hortonworks, ont tous pris un fort ralentissement au profit, justement, de 2 choses. La première, c'est faire du traitement data sans data lake. Et là, on est pleinement dans l'ascension de Kafka. C'est-à-dire, je peux traiter des gros volumes de données à la volée, en temps réel, sans avoir forcément besoin d'un stockage et de choses compliquées à mettre en place. Donc là, je crois qu'il y a un talk cet après-midi. Vous pourrez voir qu'on peut faire un data lake sans data lake, sans Hadoop. En plus de ça, on avait des choses assez compliquées. On était passé de MapReduce, on est allé vers du Spark, mais là encore, ça reste un domaine de spécialistes. Et donc, mes petits amis, les cloud providers, s'en sont emparés. Et en fait, dans chacun des clouds, vous avez un ensemble de blocs qui vous permettent très facilement de construire un data lake et surtout de donner des outils à tout un tas de gens qui ne sont pas des spécialistes. Un exemple simple, si je stocke un fichier dans un stockage bloc, comme S3, je vais pouvoir le requêter en SQL. Très bien, jusqu'ici tout va bien. Si je stocke 3 Tera, la promesse, c'est que je puisse faire la même chose. Et donc on a de plus en plus de gens, même parmi ceux qui avaient créé leur data lake on-premise, qui sont aujourd'hui en train d'attaquer des projets de migration. Et de dire, j'ai mon data lake on-premise, et je vais aller tranquillement mettre tout ça dans Google parce que la flexibilité me permet d'avoir une meilleure élasticité, une meilleure réactivité, et au final, je vais être dans un environnement très cloud. Parallèlement à ça, on a vu l'émergence de la data science. On était sur des spécialistes très teintés mathématiques. Si vous avez l'occasion de parler réseau de neurones, vous allez voir, en 2 minutes, ils vont vous allonger. Mais on s'est aussi rendu compte que ces hyper spécialistes ne pouvaient pas survivre dans un environnement d'entreprise. Pourquoi? Parce que très rapidement, les notions d'engineering, de passage à l'échelle, de testabilité, de reproductibilité leur sont revenues. Et donc on a une vraie migration de tous ces outils qui étaient un petit peu ça marche sur mon poste, vers des standards industriels. Un des exemples, vous entendrez souvent parler, les data scientists, de notebook. Notebook, c'est quoi? C'est un fichier texte exécutable, pour faire simple. Et bien, de plus en plus, on va avoir ces notebooks qui sont intégrés dans des environnements, que ce soit on-prem ou que ce soit dans le cloud, pour être directement joués en production. Donc là, on a un vrai changement de paradigme avec des choses qui sont très, très novatrices et des gens qui sont obligés de réapprendre un métier. Et puis, dernier chapitre, des choses que je m'attendais à voir évoluer et qui finalement n'ont pas bougé tant que ça. La première chose, c'est que je me suis dit, au moment où je suis parti, quand je vais revenir, on va avoir des SRE dans toutes les équipes. On va arrêter de parler de DevOps, puis ça va être la norme. Au final, on n'en est pas là. Les sujets SRE restent très confidentiels. On a d'énormes enjeux sur l'observabilité. On en parlera là aussi tout au long de la journée, mais une application, c'est de plus en plus complexe. On vous a parlé de microservices, on vous a parlé de flux temps réel, on vous a parlé de découper, de mieux monitorer, de livrer tout le temps en production. Mais au final, on ne s'est pas beaucoup concentré sur l'observabilité. Donc, depuis très longtemps, on a des acteurs comme New Relics, comme AppDynamics, qui essayent de faire du end-to-end user testing. On a des frameworks open source qui sont sortis ces 6 derniers mois, qui essayent de faire la même chose, et pourtant on n'est pas arrivé à quelque chose de satisfaisant. Ça reste encore l'exception, alors que ça devrait être la norme. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que je m'attendais là encore à avoir que les sujets d'usine logicielle, de tests et ainsi de suite ne soient plus un enjeu. Et on voit qu'on en est toujours là et que on a des débats sans fin sur est-ce que je dois mettre Azure DevOps ou est-ce que je dois utiliser Jenkins et ainsi de suite. Et on a vraiment quelque chose où finalement on a peu de valeur ajoutée et beaucoup de débats. Et je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un ait mis tout le monde d'accord et qu'on n'en parle plus. Ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup parlé technologie. Je vous en ai mis un peu plein le sac. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment appris en vivant 6 mois déconnecté? Donc ce que j'ai vraiment appris, et ce qui m'a frappé vraiment très fort quand je suis revenu, c'est qu'on ne peut pas mettre les gens dans des cases. Avant, quand je parlais d'un data scientist, avec un data scientist, je parlais de notebook. Quand je parlais avec un ingénieur SRE, je parlais Kubernetes. Depuis 6 mois, là, maintenant, j'ai des data scientists qui me demandent si Kubeflow, c'est vraiment ready. Donc des gens qui vont aller poser des choses sur Kubernetes, qui vont utiliser Kubernetes pour de la data science. De la même façon, des ingénieurs mobiles, qui sont des experts, des as de la technologie mobile, qui commencent à me parler de TensorFlow Lite. J'ai des gens qui ont fait du Java depuis 10 ans, qui maintenant disent, il faut que je passe à l'étape d'après et que j'ai mon cluster Kubernetes. Donc, spécialiser les gens et les enfermer dans les cases, à mon avis, on est en train de rater quelque chose. Et pourquoi? En fait, ça est venu renforcer quelque chose dont je suis intimement convaincu depuis très longtemps. C'est qu'en fait, les ingénieurs du futur, ceux qui sont bons actuellement, ceux qui seront bons dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ceux qui sont capables de se mettre en position d'apprendre, tout le temps. Tout le temps, d'apprendre une nouvelle technologie, d'apprendre un nouveau langage, de s'enrichir. J'avais lu un papier qui disait que n'importe quel développeur devrait être capable tous les 6 mois d'apprendre un nouveau langage. Je ne vais pas être extrémiste à ce point-là. Ok, un langage, c'est que de la grammaire au final. Mais se mettre en position d'apprendre, pour nous, c'est capital. Alors, comment on fait pour trouver qu'est-ce qu'on doit apprendre dans un environnement aussi vaste? Moi, je vous conseille de surfer sur la vague du cloud, que ce soit le cloud public, que ce soit le cloud privé. En fait, on a une vraie innovation par le cloud et on a un fort pouvoir de tractage. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, à tort ou à raison, les gens qui travaillent sur ces services ont une très bonne vision du marché et une très bonne vision de là où ils doivent aller. Donc les sujets chauds, finalement, c'est eux qui nous les apportent à chaque fois. Donc, si vous avez envie de vous former, si vous avez besoin de vous former, suivez un peu ce que font les 3 gros, suivez un peu ce que fait la CNCF, parce que finalement, la CNCF va vous emmener vers des applications cloud ready. Donc on va parler de plus en plus de cloud native application, de cloud native développeur. Pourquoi? Parce que on ne peut plus se contenter de faire du code et de se dire ça part en production. C'est plus possible. Il faut vraiment être de plus en plus généraliste, comme je le disais. Et puis un mot, une conviction assez forte, que quand vous êtes développeur, mettez-vous en danger, mettez-vous en condition d'apprendre tout le temps. Si vous n'êtes pas sur un projet hyper critique, si vous avez un petit projet de Molki connecté chez vous, mettez-vous en danger, allez chercher une nouvelle technologie. Vous êtes expert Angular, faites du React. Vous avez entendu parler de Go, c'est pas dur de faire une petite lambda en Go. Toujours se mettre en position d'apprendre. Et puis, un message encore plus fort, c'est si vous êtes manager, si vous êtes leader d'équipe, si vous êtes directeur du SI, permettez à vos équipes d'innover. Donnez-leur déjà l'envie de partager. Donc là, pour ça, il y a plein de solutions. On va parler de BBL, on va parler de... Alors pitié, pas les sessions du soir, qui se passent entre 7h30 et 8h30 le soir, et où on promet des pizzas et du coca. Mais offrez-leur un espace dans lequel elles vont pouvoir innover. Alors, chez Google, chez Amazon, chez tous les gros GAFA, on va avoir quasiment des journées dédiées. Il n'y a pas besoin d'être un gros GAFA pour ça. Nous, chez Xebia, on a notre journée dédiée. Et de la même façon, vous allez pouvoir créer de l'émulation. Et la prochaine discussion à la machine à café,
où vous aurez un problème, on va vous dire « Ah oui, mais moi j'ai entendu parler de Big Data et je pense qu'avec Kafka on peut faire ça, on devrait tester ». Donc vraiment créer cet espace bénéfique où tout le monde va pouvoir apprendre. Et puis en conclusion, vous l'avez compris, si un jour vous posez votre CV auprès de nos recruteuses et de nos recruteurs, si vous tombez en entretien technique avec moi, venez armé. Merci. On a pas mal de temps pour des questions. Est-ce que vous en avez? Non? Personne? Oui. Pourquoi la CNCF? La CNCF, c'est en fait, c'est la Cloud Native Foundation qui est partie d'un principe très simple qui est la 12 Factor Application. Comment faire des applications prêtes pour la prod. Et à partir de ça, ils ont embrassé le mouvement Kubernetes et ils se sont dit qu'est-ce qui manque dans Kubernetes. Et il y a tout un tas de manques, notamment comment identifier où est-ce qu'un service est déployé, comment faire en sorte que le stockage suive mon conteneur. Des choses très simples comme ça. Et donc, comme la fondation Apache faisait à son époque, ils ont incubé un certain nombre de projets et ils ont un certain nombre de projets qui sont gradués, donc qui passent en projet phare. Notamment, un exemple, c'est Helm, qui est le mode de déploiement des applications Kube. Et en fait, comme ils sont intimement liés au déploiement de Kubernetes, finalement, tous ces nouveaux services, si vous suivez un peu la CNCF, bah, vous aurez un peu la vision de ce vers quoi il faut aller. Je pense que leur rôle, à terme, ce sera justement de mettre la couche d'abstraction suffisante pour dire on repasse dans un mode un peu intéressant, qui est les développeurs réfléchissent et font du code métier, et finalement l'infrastructure sera gérée par ailleurs. Depuis ce matin, j'entends parler du AWS, Google, Azure, mais peu de gens parlent de OVH, qui reste quand même un hébergeur français, et que lui aussi, il est en pleine mutation. Je ne fais pas partie d'OVH, je ne fais pas la pub. Voilà. Je pense que c'est intéressant de, peut-être vous en tant qu'expert, nous dire aujourd'hui le positionnement OVH dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise chez nous. Effectivement, ils ne sont pas les meilleurs en termes de support, mais ils commencent à proposer des choses très intéressantes en termes rapport qualité-coût, en termes de base managée, Kubernetes. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors en fait, OVH, ça fait très longtemps qu'on les suit. Ils ont toujours été historiquement très forts sur le IaaS, l'infrastructure as a service. Et ils ont quelque part raté le virage des premiers services managés. Notamment, ils ont très longtemps essayé de faire un service de data managé qui n'a pas très bien marché, et ainsi de suite. Et là, en effet, le fait que Kubernetes devienne un standard et qu'il l'ait embrassé très tôt, il commence à avoir quelque chose de vraiment très intéressant. On est quand même, je dirais, sur des offres qui sont assez classiques. Alors là encore, hein, je me pose pas en expert parce que j'arriverai pas à tout faire, mais là où on va avoir des AWS qui vont sur du deep learning embarqué, donc voilà, on sait que côté hébergeur un peu plus traditionnel, on ne va pas forcément aller là-dessus. Néanmoins, c'est vrai qu'une fois que l'offre est montée et correspond à 80% des besoins, ce serait vraiment bête de ne pas en profiter. Ce qu'on voit se dessiner, c'est que de plus en plus, on va aller vers une hybridation. On a déjà parlé de cloud hybride. Kubernetes va ajouter ce support pour pouvoir dire finalement que mon application soit déployée chez AWS, chez OVH, chez Google. C'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on espère tous. Et on va pouvoir faire du pick and choose. C'est-à-dire, si mon service de data science est meilleur chez AWS, je le prends. Si mon service qui couvre 80% de mes besoins est meilleur chez OVH, je le prends là. Et finalement, je vais gérer tout ça comme un seul gros data center, voire même je peux continuer à avoir mes applications legacy chez moi et essayer de communiquer. Donc le vrai enjeu de la CNCF, il est là aussi, c'est de dire finalement tout ce qui va être service discovery, ce qui va être DNS et ainsi de suite, est-ce que ça peut marcher sur plusieurs data centers? Donc OVH, c'est pas du tout un mauvais choix. On n'a juste pas du tout la même philosophie chez les gros. Et par rapport au futur de l'OpenStack, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a tenté l'expérience d'aller sur du cloud public, c'est assez attirant en termes de coûts,
à 5 € et quelques la machine virtuelle, sachant qu'au moment où on automatise, on crée nos playbooks, c'est quoi le danger. Alors pour vous, OpenStack, est-ce que... Alors OpenStack, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Ouais. Et là encore, beaucoup de difficultés et peu d'expériences concluantes. On avait une promesse justement de service managé, de self-service, d'avoir vraiment son cloud privé. Et on se rend compte que la difficulté de déploiement fait que les équipes opérationnelles n'arrivent pas encore à se concentrer à fournir des services à haute valeur ajoutée. Peut-être que ça va changer, hein, le rachat de Docker entreprise, c'est quelqu'un qui pousse de l'OpenStack. Donc on va avoir une chance peut-être de meilleure intégration, mais en tout cas, entre la promesse d'OpenStack qui a démarré il y a très longtemps et qui n'est pas arrivée à maturité encore, et la vague Kubernetes qui a démarré beaucoup plus tard, mais qui emporte tout sur son passage, je parierais plutôt sur le deuxième. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, bonjour, merci. Première question, c'est quelles sont les sources que vous recommandez pour faire sa veille, à part le blog Xebien, évidemment. Et j'avais une deuxième question, vous parlez de la vague Kubernetes, mais est-ce que vous voyez un autre acteur plus petit pour faire des choses moins compliquées, ou notamment pour des hobbyistes qui voudraient commencer sans... parce que peut-être que dans 6 mois, vous parlez sur une échelle de temps qui est relativement courte, sur 6 mois, mais quand on regarde, quand on fait abstraction du bruit et qu'on regarde sur des périodes de temps plus longues, il y a peut-être des choses qui peuvent se passer. Alors, si on m'avait posé la question il y a quelques temps, alors je vais d'abord répondre à la deuxième question. J'aurais parié sur Nats d'HashiCorp pour avoir quelque chose de... pardon, pas Nats, Nomad d'HashiCorp, qui est un orchestrateur qui est plus petit, plus léger. Maintenant, on a aussi tout ce qui va être Minikube, donc avec un Kubernetes plus light qui tourne sur des postes développeurs et ainsi de suite. Entre les deux, je ne sais pas exactement comment arbitrer, mais en tout cas, les solutions existent. J'en parlais il n'y a pas longtemps, là, sur des gens qui partent sur Nomad, ça existe. HashiCorp, c'est quand même une boîte qui a les reins solides. Là, je suis incapable de prévoir l'avenir. En tout cas, je n'irai pas sur Swarm. Voilà. Du coup, la deuxième question, comment faire la veille ? C'est compliqué. Il y a quelques blogs anglais, on a tous des façons différentes de la faire. Il y en a qui ont embrassé totalement la vague YouTube et qui suivent des channels de vidéos. Il y en a qui écoutent des podcasts, il y en a qui lisent beaucoup, il y en a qui achètent des bouquins. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Par exemple, si vous faisiez que lire des livres, vous allez dans le catalogue O'Reilly. Généralement, j'ai pas d'action, hein, mais ça pop régulièrement, les nouveaux sujets pop. Je parlais d'observabilité. Quand j'ai cherché mes références, j'ai trouvé pas mal de blogs qui en parlaient. Et puis tout d'un coup, j'ai vu popper le livre d'O'Reilly. Donc, j'ai pas de solution miracle et en fait ça va dépendre de vous et de votre consommation. Si vous êtes plutôt un fan de l'écrit, fan de machin, ce dont je suis sûr, c'est que pour faire ma veille, moi ce qui me fait rentrer les choses dans la tête, c'est de pratiquer. Et je m'astreins régulièrement à aller à sortir de ma zone de confort, à aller développer des applications mobiles. Alors c'est pas beau, ça marche pas très bien, mais j'ai essayé de comprendre la philosophie qu'il y avait derrière. Donc vraiment pratiquer, 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 et puis se mettre en danger. Parce que faire du Java tout le temps, c'est pas ça qui va vous permettre de sortir. Voilà. D'autres questions ? Ouais, il y en a une au fond. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour répondre au J'entends pas, pardon. En fait, c'est juste pour répondre un peu au monsieur en face. Ouais. Et aussi à toi, du coup, pour tout ce qui est en fait Nomad et Kubernetes. Kubernetes. Faut mettre le micro plus. En fait, Kubernetes ou Nomad ou peu importe, ça dépend aussi de ce qu'on a derrière, non ? Oui, bien sûr. Si on fait du on-prem, il y a des trucs qui peuvent être intégrés. Si on fait du Kubernetes, ça va s'intégrer avec GCP, avec Amazon, avec Azure. Donc ça, c'est le premier point. Nomad, je connais très peu. Je ne sais pas si ça s'intègre très bien avec les clouds ou avec l'on-prem. Pour l'instant, pas tellement. Donc voilà la réponse. Après, pour tout ce qui est resté à jour sur les technos,
Il y a des sites, comme tu dis, il y a tout ce qui est YouTube, mais il y a aussi des sites comme Udemy, Red Linux Academy, qui sont très 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 bien là-dessus. Et là-dedans, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. Par contre, c'est très chronophage. Ça, c'est sûr. Mais alors, c'est une des questions que je m'attendais à avoir, c'est de dire, finalement, faire toute cette veille, quand est-ce que je fais ma mission ou quand est-ce que je développe pour mon client. C'est une vraie question. Néanmoins, je pense qu'en étant toujours en train d'apprendre, on est bien plus efficace au quotidien, notamment à pas toujours être obligé de réinventer la roue. Par exemple, voilà, un bon exemple, j'ai pas forcément besoin de Kubernetes, parce que j'ai pas forcément 10 milliards de microservices. Par contre, ça peut être intéressant d'avoir un service de DNS dynamique. Et là, on se replonge dans quelque chose de dire, en fait, je veux pas savoir où est mon application, j'aimerais avoir le service discovery. Donc, je vais piocher cette toute petite brique, parce que j'ai entendu parler de service discovery. Je vais être obligé de m'arrêter là. Merci pour votre attention.